En deux mots, la note dont je voudrais vous faire écho aujourd'hui, malheureusement en l'absence de François Mito qui devait le faire, c'est une note qui a une particularité puisqu'elle a été fabriquée dans une configuration de congrès. C'est-à-dire on voulait effectivement que ce soit une note soumise à un débat dans le cadre du congrès, ces congrès que nous aimons beaucoup au Corp et dans les conseils scientifiques, parce que c'est vraiment un endroit, un moment, une occasion de rencontre entre chercheurs et acteurs et assez précieuse, cette occasion. Donc, bon, voilà, on l'a faite quand même avec la même idée de le faire en visio, même s'il y aura probablement pas exactement les mêmes conditions de mise en débat. Donc, cette note, elle n'est pas du tout un travail de recherche, ce n'est pas un programme de recherche, ce n'est pas un résultat de recherche comme on aimerait en avoir maintenant. On aimerait beaucoup avoir des recherches pluridisciplinaires qui mêlent notamment sciences humaines et sociales et sciences de la vie et sciences, les autres sciences. Enfin, voilà, on aimerait bien avoir, et comme l'a dit effectivement Marc-André Sellos, peut-être probablement une vision plus d'écologie plus intégrée dans les autres sciences pour voir ce qui est en train de se passer à propos de cette pandémie ou de cette sandémie, ça dépend comment est-ce on la définit. Cette note, elle a comme vocation de s'appuyer sur une enquête avec des parcs. Donc, il y a une vingtaine de parcs qui ont répondu à une enquête. Donc, il y a beaucoup dans cette note d'appels à des expériences qui vont être entre autres retraduites aujourd'hui et évoquées aujourd'hui. Donc, je ne vais pas moi en parler maintenant. Et puis, on a fait après un débat au sein du Corp. Donc, le Corp étant effectivement déjà un mélange entre scientifiques et experts. Et voilà, pour vous donner un peu la tendance, on s'est rendu compte que ce sujet de la santé n'était pas un sujet épisodique, ce n'était pas un événement. Probablement, ça allait être une orientation dans l'agenda de réflexion des parcs sur la longue durée. Parce que finalement, ils n'ont pas travaillé beaucoup sur cette question-là jusqu'à maintenant en tant que telle. Ils ont travaillé comme la santé comme résultante de ce qu'ils faisaient déjà. Et peut-être qu'effectivement, la mutation qu'on est en train de vivre, si effectivement il y a un monde d'après, ou en tout cas si le monde d'avant est chahuté par cet événement mondial, probablement il y aura à y réfléchir et il y aura à travailler sur cette question-là du rapport entre santé et territoire. Territoire vraiment considéré comme un intégrateur de toute une série de questions qui caractérisent la santé. Alors peut-être la première partie de la note que moi je trouve vraiment peut-être la plus intéressante, c'est que les parcs veulent faire partie des acteurs qui disent que la santé n'est pas qu'une affaire de professionnels de santé. Un peu comme on l'a dit pour la guerre, qui ne doit pas être laissée qu'aux militaires. Là, effectivement, on s'en rend compte tous individuellement qu'on est devenus des acteurs de la santé, pas que de la nôtre, puisqu'il a fallu s'occuper de la santé des gens qu'on croisait, des inconnus, de nos concitoyens, de nos alter-ego et des inconnus lointains, humains et non humains. Donc voilà, avec l'idée dans les parcs, très très bien défendue dans cette note, je trouve, très bien écrite. Et là aussi, il faudra remercier grandement les collègues du CIREMA qui nous ont vraiment aidés à faire ce boulot-là. Enfin, c'est eux qui ont fait le gros du boulot. Nous, on n'a fait que parler et discuter entre nous. Eux, ils l'ont traduit en formule qui marche bien. Et donc, les parcs veulent faire partie des acteurs qui disent le préventif a été un peu oublié dans les questions de santé moderne. On a fait peut-être trop de curatifs, on a pensé un peu trop la santé de manière curative et que effectivement intégrer mieux préventif et curatif peut être une option, enfin en tout cas une nécessité pour des acteurs qui justement n'ont pas de compétences de santé, ce qui est le cas des parcs, ils n'ont pas à faire a priori la politique de la santé de leur territoire, de la France. Donc par le préventif, peut-être qu'on peut réintégrer les choses. Deuxième chose intéressante aussi, c'est que ce parti pris que nous avons assumé dans cette note n'est pas que tout rose. Il y a aussi des critiques que l'on voudrait faire dans ce rapport que l'on a à la question de la santé par le corps, le bien-être mental et les relations sociales. On a dit, finalement, on pouvait dire il y avait trois grandes dimensions pour que l'humain aille bien. Et puis, bien sûr, l'humain avec, comme on vient de le dire, la santé animale et la santé végétale, peut-être, tout ça faisant un écosystème environnemental, étant interdépendants les uns des autres, bien sûr. Donc là, évidemment, les parcs sont parfaitement dans leur mission de faire évoluer notre conception du rapport entre nature et culture, de mêler nature et culture, de peut-être arrêter la symétrie pour être un petit peu latourien, en disant qu'effectivement, l'un et l'autre sont peut-être de plus en plus difficiles à dissocier. En tout cas, ils ne se construisent pas l'un contre l'autre. Et voilà, dans cette idée que la nature, la pleine nature, comme on dit souvent dans les parcs, quand elle est bien vécue, bien assumée, bien organisée, eh bien, elle produit de la santé, elle produit des conditions de vie de meilleure santé. Donc ça paraît un peu idyllique, ça paraît un peu à la limite de fleurs bleues ou de bisounours
quand on dit, bah oui, effectivement, quand on vit dans un territoire de nature qui s'assume comme tel, on y vit mieux. Mais sauf qu'il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut jamais oublier dans les parcs, c'est que les parcs ne sont pas des territoires riches, c'est aussi des territoires de campagnes fragiles, de bords de villes fragiles, et que, bah, comme tous les territoires fragiles, ils subissent toute une série de méfaits qui ont des conséquences en matière de santé. Alors, il y a bien sûr la carte, la carte de l'offre sanitaire. Les déserts médicaux sont plus grands dans les parcs qu'ailleurs, un peu plus grands si on les compare. Il y a aussi des fragilités économiques et sociales. Il y a aussi des gens qui souffrent dans les parcs, comme il y en a aussi dans les villes. Et puis, bien sûr, les parcs vont souffrir, ou en tout cas vont devoir gérer cette, cette, cette chose que l'on est en train de constater avec un grand étonnement de la part de la pensée spatiale. Hein. C'est cet exode urbain, c'est cette forme de réinvestissement des campagnes de la part de certaines populations urbaines. D'ailleurs, de la part aussi beaucoup des étudiants qui ont participé en grande partie à la mutation de ces villes qui se sont vidées pendant le confinement et qui sont venus remplir des campagnes parce qu'eux choisissent leur lieu de vie. Et on peut considérer que du coup, ça peut être une génération qui se met à vivre et à penser autrement leurs installations et leurs trajectoires résidentielles. Voilà, donc les parcs probablement vont devoir répondre à ces attentes citoyennes, d'intégrer mieux dans les trajectoires résidentielles et les trajectoires de vie des gens une dimension qui sera en fait dont le soubassement sera la santé. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très bien marqué dans la note et que vous pourrez retrouver. Alors, bien sûr, dans les grandes missions des parcs, celle de l'éducation au territoire est encore une fois, ce n'est pas une grande surprise pour tous ceux d'entre nous qui connaissons bien les parcs. Ben oui, effectivement, les parcs, c'est leur mission principale, de plus en plus, et de plus en plus, évidemment, enfin, principale, en tout cas, c'est là où ils sont, en apparence, en tout cas, les plus puissants, parce qu'effectivement, ils ont une éducation à produire, enfin, ils accompagnent l'éducation du plus grand nombre pour saisir cette dimension multifactorielle de ce qu'est un territoire en bonne santé, un écosystème en bonne santé, qu'est-ce que l'homme et l'humain doit faire et doit se comporter, comment il doit se comporter pour que cela fonctionne. Alors après, il y a aussi autre chose qui a été pointée, c'est que la santé est un très grand levier de transformation de plein de choses. Et ça, c'est aussi très précieux pour les parcs qui en cherchent tout le temps, de leviers de transformation. Voilà, la durabilité en a été un, la biodiversité en est toujours un, et on peut penser que la santé pourrait en être un, de stimulateur de la transformation. Bien sûr, en question principale, il y a l'agriculture et la forêt. Quand on vit en présence d'arbres, on va mieux. Ça, c'est une constante anthropologique assez étonnante, mais qui est tout le temps valable, qui a été d'ailleurs un des fondements de la création des parcs dans les années 60. L'agriculture et l'alimentation, sans forcément toujours les coupler, mais en tout cas, une bonne alimentation est déterminante dans la santé, une bonne activité physique, une relation authentique à des choses naturelles, tout ça participe de la bonne santé du territoire. Autre chose aussi importante qui a été pointée, c'est l'urbanisme, la forme avec laquelle on construit, les biomatériaux, un nouveau soin au principe constructif qui va potentiellement être d'autant plus nécessaire s'il y a une mutation lente, mais peut-être structurelle, de nos manières d'habiter. Voilà, donc tout ça est très très bien intégré dans déjà des activités. Les PAT ont déjà commencé à travailler sur cette dimension-là, alimentation, santé, territoire, les TEPO, c'est TEPCV, etc. Il y a beaucoup de choses déjà qui existent dans les parcs qui relèvent de ce principe. Ensuite, la note se termine par un constat que moi je trouve aussi là assez bien formulé, et j'imagine que ça va faire aussi l'objet du débat là de maintenant et aussi de cet après-midi, qui est que les PNR ont été jusqu'à maintenant des institutions de collectifs. C'était des collectifs politiques, c'était des collectifs socio-professionnels, c'était des collectifs éducatifs. Et finalement, quand on a à définir ce que c'est qu'un parc naturel régional, on dit souvent que voilà, ce sont des acteurs organisés qui se mettent à faire autre chose, qui se mettent à faire autrement les choses qu'ils ont à faire, voilà, et de manière contractuelle, négociée et culturelle. Mais là, on se trouve face à une question qui relève des individus et des trajectoires individuelles, avec l'idée que la santé touche des choses qui relèvent vraiment de l'intime. Et on l'a vu, voilà, la peur de mourir, la peur de la contagion, la peur de cette biodiversité pourtant bénéfique. Merci beaucoup de nous avoir rappelé que le vitalisme d'un corps en vie, c'est celui de la lutte permanente contre des virus. Donc, on devrait logiquement ne pas avoir peur des virus, puis on en a eu peur à l'échelle mondiale de celui-ci en particulier, et on en a toujours peur aujourd'hui. Et donc, c'est cette forme intime du rapport à ce qui était jusqu'à maintenant travaillé dans les PNR comme étant des grandeurs collectives, ça, potentiellement, ça peut être un virage, enfin en tout cas une grande question pour les parcs de demain. Voilà. Donc, élargir les actions des parcs,
grâce à cette dimension plus individuelle, plus familiale, peut-être plus anthropologique du rapport à la nature. Et pour terminer, je terminerai peut-être juste en signifiant que voilà, la note se termine, c'est la dernière page de la note, par l'idée qu'il y a un monde d'après qui potentiellement sera plus orienté sur le soin à soi, le soin aux autres, le soin relationnel. Et dans le relationnel, il y a vraiment toutes les dimensions, hein, relationnel de la sociabilité, peut-être une autre sociabilité s'invente ici aussi, et une autre relation au non-humain, divers et variés, par lequel effectivement on sait qu'on peut vivre de manière préventive en meilleure santé globalement. Voilà. Et ce n'est pas non plus très étonnant que le dernier mot de cette note sur la santé et le territoire des parcs, c'est nature, évidemment.